Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 848 de l'After Zap Image. On va débuter avec une date importante dans l'histoire de l'équipe de France, mais aussi de son sélectionneur Didier Deschamps. C'était il y a 7 ans, jour pour jour. Les Bleus recevaient l'Ukraine au Stade de France dans un match de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde 2014. On rappelle le scénario, match aller, la France avait été battue en Ukraine 2-0 et les Bleus avaient donc renversé la situation au Stade de France pour s'imposer 3-0 et se qualifier pour le Mondial 2014 grâce à un doublé de Mamadou Sakho, un but aussi pour Karim Benzema. C'est certainement l'une des dates fondatrices du groupe de l'équipe de France et du groupe de Didier Deschamps, parce qu'après les Bleus avaient fait quand même de bonnes choses sur la Coupe du Monde 2014 et la finale de l'Euro 2016 et évidemment la consécration en 2018 avec la Coupe du Monde. On poursuit avec une autre date, c'est terminé pour les matchs internationaux en 2020. Prochain rassemblement, ça sera dans 123 jours, donc là on va avoir évidemment beaucoup de championnats qui vont se dérouler sur ces 4 mois. Prochaine trêve internationale, ça sera d'ailleurs la dernière avant l'Euro 2020. Ensuite on enchaîne évidemment avec les résultats principaux de la veille en Ligue des Nations. C'est donc terminé pour cette phase de groupe de Ligue des Nations. À noter la victoire de l'Italie hier 2-0 du côté de la Bosnie, les Pays-Bas qui s'imposent en Pologne 2-1, les Pays-Bas qui ont renversé la situation en fin de match, l'Angleterre qui bat l'Islande 4-0 et la Belgique qui s'impose aussi face au Danemark 4-2. On enchaîne avec ces statistiques justement sur un buteur belge qui a marqué encore une nouvelle fois hier, Romelu Lukaku, auteur d'un doublé hier avec la sélection belge sur les 14 derniers matchs avec les Diables Rouges. C'est 17 buts pour l'attaquant de l'Inter. Et regardez les records pour les joueurs, les records de buts internationaux. On a donc Léo Messi, 142 matchs joués avec l'Argentine, 71 buts, un ratio de 0,5 buts par match. Cristiano, c'est 170 matchs, 102 buts marqués, un ratio de 0,60 buts par match. Et Romelu Lukaku, impressionnant, 89 matchs avec les Diables Rouges, 56 buts marqués, le ratio de 0,62. Ensuite, on a quelques petites infos qui concernent la déroute allemande en Espagne. L'Allemagne qui a quand même certainement 2 des meilleurs gardiens au monde, je pense qu'ils font partie du top 5 ou du top 6, et ces 2 gardiens ont quand même participé à 2 déroutes cette année. On rappelle Ter Stegen qui avait encaissé donc 8 buts face au Bayern, Emmanuel Neuer qui en prend 6 face à la sélection espagnole. C'est quand même assez rare pour le souligner de voir des gardiens allemands prendre autant de buts sur un match. Ensuite on a ce petit tweet de Mesut Özil qui évidemment n'est plus présent dans le groupe de la sélection allemande. Donc après la correction et le 6-0, il a tweeté: c'est peut-être le moment de faire revenir Jérôme Boateng. On en a parlé lundi lors de la FAQ, on en a parlé aussi hier. Peut-être que les choses vont vraisemblablement changer du côté de l'Allemagne. Alors je ne sais pas si Joachim Löw sera là dans 4 mois. En tout cas, s'il est encore là, je pense qu'il va vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à son système, d'avoir un petit peu écarté quand même tous les joueurs très expérimentés de ce groupe. C'était peut-être pas la meilleure option pour la Mannschaft. Ensuite, une déclaration et une analyse de Toni Kroos après donc cette défaite 6-0. Il nous dit: l'Espagne nous a montré comment attaquer et nous a donné une leçon sur tous les plans, avec et sans le ballon. Véritable leçon, comme il le dit, des Espagnols pour l'Allemagne. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration d'Alessandro Florenzi, le joueur du Paris Saint-Germain qui joue aussi du côté de la squadra azzurra italienne. Il nous dit: l'objectif est toujours de gagner chaque match. Chacun doit être joué comme une finale. Ce groupe est très semblable à celui de l'Euro 2016. Il est peut-être plus spectaculaire dans le jeu. Il est aussi solide que cette année-là. Il est vrai que l'Italie reste sur une série de 22 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Donc les Italiens sont de sérieux clients pour les prochaines compétitions. Il y a eu une nouvelle génération qui s'est mise en place depuis quelques années maintenant. Ça fonctionne plutôt très bien pour l'Italie. Moi je me souviens de l'Euro 2016, c'était une équipe très difficile à jouer. Ils avaient éliminé l'Espagne, ils avaient perdu, je crois, il me semble, en quart de finale après prolongation face à l'Allemagne. Donc on voit des choses vraiment similaires du côté de l'Italie, très difficile à jouer, et puis certainement avec un petit peu plus de talent offensivement qu'il y a 4 ans. Donc une équipe qui semble assez bien construite. On poursuit les amis avec donc le tableau de ce Final Four de la Ligue des Nations. Petite précision importante, il se jouera l'année prochaine après l'Euro. C'est bien après l'Euro que se
se jouera ce Final Four. Il se jouera au mois d'octobre 2021. Donc pour l'équipe de France et pour les 4 nations engagées, c'est plutôt sympa. Ça nous évitera de voir des matchs amicaux sans grand intérêt. Là, on aura une petite compétition plutôt sympa avec 4 très belles sélections. L'équipe de France, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Ça promet plutôt un très beau tournoi dans un an. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Didier Deschamps sur Paul Pogba. Il nous dit avec ce qu'il est capable de faire face au Portugal et ce soir, donc il nous parle du match face à la Suède, il nous dit il a beaucoup d'orgueil, la fierté et évidemment aussi beaucoup de talent. Voilà, Paul, c'est un joueur de top niveau. J'espère que ça lui servira comme à d'autres quand il va rejoindre son club. C'est vrai que même Pogba l'a dit en début de semaine, ce rassemblement avec l'équipe de France, ça a été vraiment pour lui une véritable bouffée d'oxygène. On espère que ça se passera mieux avec Manchester dans les prochaines semaines. Ensuite, une petite statistique qui concerne Benjamin Pavard. Sur l'année 2020, Benjamin Pavard est le joueur ayant remporté le plus de duels par match avec l'équipe de France. En 4 matchs, c'est une moyenne quand même de un petit peu plus de 8 duels remportés par Benjamin Pavard. Donc des statistiques plutôt intéressantes, parce que on loue souvent son apport offensif. Il faut aussi se rappeler quand même que c'est un joueur du secteur défensif, donc ces statistiques montrent que il apporte aussi évidemment sur le secteur défensif. Ensuite, on a une déclaration d'Adil Rami qui nous parle de Karim Benzema, de Didier Deschamps. Adil Rami qui s'exprime auprès de RMC. Il nous dit: j'aimerais que Karim s'adapte et fasse un pas vers le sélectionneur pour le bien des Français, pour le bien de l'équipe de France et même pour lui, pour sa propre carrière. Bon, après, on aimerait tous qu'il y ait un rapprochement entre Benzema et Didier Deschamps. Après, bon, il faut être réaliste. Je pense que ça n'arrivera jamais, même si j'aimerais beaucoup, évidemment, revoir Karim Benzema avec les Bleus. Ensuite, cette belle initiative de la Fédération Française de Football qui a donné une 30aine de maillots dans le but d'être recyclés en blouse ou alors utilisés par des soignants ou des jeunes patients malades de l'hôpital Robert Debré à Paris. Plutôt une belle initiative. Vous voyez par exemple là, des jeunes malades qui portent le maillot de l'équipe de France. Ensuite, direction la Ligue 1 avec 2 petites infos du côté du Stade Rennais. Eduardo Camavinga qui s'est exprimé et qui n'exclut pas la possibilité de prolonger son contrat avec les Bretons. Il nous dit: une prolongation, il me reste encore 2 ans de contrat avec Rennes. On aura le temps d'en reparler, il y aura des discussions. Rester à Rennes, évidemment, ça me ferait plaisir. C'est mon club formateur. Eduardo Camavinga qui est pour le moment lié avec le Stade Rennais jusqu'en 2022. D'après les infos du quotidien L'Équipe, il y aurait déjà des négociations pour prolonger d'1 an Eduardo Camavinga. Ensuite, on a la une du quotidien L'Équipe qui fait sa une aujourd'hui et qui est consacrée à Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, qui sonne un petit peu l'alerte depuis quelques mois maintenant. Il n'a pas beaucoup de nouvelles de Luis Campos, le directeur sportif du LOSC. Christophe Galtier qui annonce: je ne ferai pas le mercato. Alors ce n'est pas le travail de l'entraîneur de faire le mercato, c'est le travail du directeur sportif. Et visiblement, on l'a compris déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, entre Luis Campos et Lille, c'est très tendu. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Lillois, parce que tous les jeunes joueurs qu'on voit à Lille éclore depuis quelques années, s'ils sont du côté du nord de la France à Lille, c'est bien grâce à Luis Campos. On continue avec 2 déclarations de Léo Messi. Premièrement, il nous parle de la sélection argentine et il nous dit: je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Je me sens capable de donner encore à ce groupe et de continuer pour ce maillot de l'Albi Céleste. Je me sens bien et si le sélectionneur estime que je suis en forme, je serai là. Dans le cas contraire, non. Bon, il y a quand même très peu de chances que le sélectionneur se passe de Léo Messi. On poursuit avec une autre déclaration de Léo Messi. Il est arrivé hier du côté de Barcelone. À peine il avait atterri de l'avion et sur le tarmac de l'aéroport qu'un journaliste lui pose déjà une question: que pensez-vous des critiques de l'oncle d'Antoine Griezmann à votre égard? Réponse de Léo Messi: la vérité, c'est que je suis fatigué de toujours être le problème de tout au niveau du club catalan. Donc on n'a pas l'impression quand même que la situation de Messi du côté de Barcelone, elle s'arrange.
échange. Alors Messi n'aurait pas beaucoup de problèmes avec Antoine Griezmann, hein, mais en tout cas il ne se sent pas très à l'aise du côté de Barcelone. C'est toujours la même question. Il y a les problèmes, voilà, de l'entourage de Griezmann qui parle de Léo Messi, mais il y a aussi, on le sait déjà, hein, beaucoup de problèmes pour Messi du côté de Barcelone, et visiblement les choses n'ont pas beaucoup changé depuis 3 ou 4 mois. Il est toujours pas très bien, hein, du côté de Barcelone. Cette déclaration est quand même pas très rassurante pour l'avenir de Messi du côté de la Catalogne. Ensuite, direction Madrid et le Real Madrid qui espère toujours, hein, prolonger le contrat de Sergio Ramos, mais si jamais il y avait un problème et un échec dans ce dossier, le Real a déjà l'option numéro A, en l'absence de Sergio Ramos, ça serait de recruter gratuitement un défenseur qui partira l'année prochaine de Munich, David Alaba. Ensuite, autre info qui concerne le secteur défensif du Real Madrid, Manchester United va certainement tenter une offensive pour recruter Raphaël Varane l'été prochain. Le Français est sous contrat avec le Real jusqu'en 2022, donc là aussi, hein, 2022, du côté de Madrid, on va se poser des questions. Est-ce qu'il faut le prolonger ou pas? Et les Mancunières ont évidemment envie de se faufiler dans cette brèche pour arracher le défenseur français. Ensuite, du côté de la Juve, regardez les statistiques absolument hallucinantes de Cristiano Junior, le fils de CR7, hein, qui joue toujours du côté de la Juve. Il a fêté ses 10 ans il y a quelques mois, et regardez les statistiques en 23 matchs joués avec les U9 de la Juventus, 58 buts marqués, 18 passes décisives, hein, le fils de CR7 qui visiblement a le même talent que son papa. On espère pourquoi pas le revoir dans quelques années avec l'équipe A turinoise. Ensuite, une déclaration d'Arthur qui nous parle d'Andrea Pirlo. Il nous dit c'est un très grand entraîneur, il a beaucoup d'expérience dans le football et il connaît particulièrement les sensations d'un joueur au milieu de terrain. Il est en train de faire un gros travail et j'ai beaucoup à apprendre de lui. Donc les joueurs sont quand même satisfaits, hein, du côté de Turin, du travail effectué avec Andrea Pirlo. Alors pour le moment ça se voit pas forcément sur le terrain ou dans les résultats lors des gros matchs turinois, mais les joueurs sont derrière leur entraîneur et pensent que ça va le faire, hein. Dans quelques mois on pourrait avoir un très joli visage de la Juve. Et on va terminer les amis avec cette petite info qui concerne là aussi le fils d'une immense star, Andrea Cannavaro, le fils de Fabio, qui vient de rejoindre les U17 de la Lazio de Rome. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.